Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, et ce que je vais vous raconter semble incroyable, même pour moi. Pourtant, tout est bien réel, et je me surprends encore à revivre chaque instant, comme si c'était hier. Mon histoire commence dans un petit village de la région de la Bourgogne, à quelques kilomètres de Beaune, là où le vin est roi et où la vie paraît douce, presque figée dans le temps. Mais la douceur n'était pas au rendez-vous dans mon quotidien. Je travaillais depuis 3 ans à la station-service de monsieur Gérard Lemoine, un homme d'une 60aine d'années, au regard clair et à la barbe grisonnante, qui possédait plusieurs stations dans la région. Lemoine n'était pas seulement mon patron, il était un peu comme un oncle pour moi, toujours souriant, toujours prêt à échanger quelques mots avec le personnel. J'étais employée en tant que femme de ménage, un poste modeste, mais qui me permettait de subvenir aux besoins de ma petite fille, Léa, âgée de 5 ans, mon trésor. Ce travail n'était pas simple, mais la rémunération était correcte pour la campagne. Beaucoup voulaient ce poste, car il offrait une certaine stabilité, et surtout, le patron était humain, ce qui n'était pas si courant. Parfois, je restais assise devant la station, respirant l'air frais du matin, quand Gérard venait me voir. Il me proposait un café, et on parlait de tout, sauf du travail. Puis, un jour, tout a basculé. C'était un après-midi de printemps, le soleil réchauffait doucement la cour en gravier, et les bourgeons commençaient à éclore sur les branches des cerisiers. J'avais fini mon nettoyage et m'étais assise sur un banc, profitant d'un rare moment de répit. C'est alors que Gérard est sorti par la porte arrière de la boutique, m'a regardé avec un sérieux inhabituel et m'a demandé si je pouvais lui accorder un peu de temps. Je me suis redressée d'un bond, surprise, mais j'ai accepté sans réfléchir. Il s'est assis à côté de moi, le visage grave, et m'a fait une proposition à laquelle je ne m'attendais pas. Il voulait que je devienne l'épouse officielle de son fils, Thomas. Oui, vous avez bien lu. Son fils, Thomas, un homme d'accent grave peine 30 ans, qui avait passé plus de la moitié de sa vie dans un fauteuil roulant après un terrible accident de voiture. Je l'avais rencontré quelques fois, lors de visites à la maison familiale. Thomas était un homme intelligent, au regard doux mais souvent perdu dans ses pensées, presque absent. Depuis l'accident, il s'était enfoncé dans une profonde dépression, refusant de parler à son père, enfermé dans son silence. Gérard, épuisé par cette situation, avait eu cette idée folle. Marier Thomas, non pour l'amour, mais pour lui redonner un but, une raison de vivre. Je me souviens avoir eu envie de rire, ou peut-être de pleurer, je ne sais plus. Comment pouvais-je, moi, une simple femme de ménage, accepter une telle proposition? Et pourtant, il y avait Léa, ma fille, sa santé fragile, les visites médicales incessantes, l'attente interminable de diagnostics qu'aucun médecin ne semblait capable de poser. Gérard m'a assuré que c'était un arrangement temporaire, d'1 an, juste pour que Thomas retrouve un peu de lumière dans sa vie. L'argent qu'il me proposait était une somme conséquente pour nos besoins, et surtout, il promettait de payer tous les soins nécessaires pour Léa, sans que je n'aie à me soucier de rien. Cette promesse sonnait comme une musique douce à mes oreilles fatiguées. J'ai passé la nuit à réfléchir, perdu entre le dégoût de la situation et l'espoir d'un avenir meilleur pour ma fille. Gérard m'a laissé une semaine pour me décider, et je savais au fond de moi que cette décision changerait ma vie à jamais. Quand j'ai finalement accepté, c'était comme si un poids énorme s'était posé sur mes épaules, mais aussi comme si je prenais enfin le gouvernail de notre destin. Le lendemain, Gérard est venu me chercher, accompagné d'un homme aux cheveux courts et au visage sévère, Thomas. Le voyage vers leur demeure, un magnifique château niché au milieu des vignes, fut une succession de silences lourds et de regards fuyants. Léa, elle, était fascinée par la voiture, grande et confortable, et par tout ce luxe qui nous entourait soudain. Elle ne cessait de poser des questions muettes, émerveillée, tandis que je tentais de garder mon calme, mon esprit en alerte, prêt à affronter l'inconnu. La maison était immense, ses murs chargés d'histoire, ses pièces décorées avec un goût raffiné qui ne correspondait pas vraiment à notre vie modeste. Léa et moi avons été installés dans une chambre au voilage léger et aux couleurs douces, où la lumière du soleil jouait avec les rideaux. J'ai senti pour la première fois depuis longtemps une bouffée d'espoir, mêlée à une étrange appréhension. Thomas et moi nous sommes vus rarement, toujours en présence de son père. Il semblait distant, comme s'il observait le monde depuis une autre galaxie. Pourtant, petit à petit, un lien fragile s'est tissé entre nous. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses silences avaient parfois une profondeur qui me touchait. Les jours ont passé, ponctués par les crises de Léa. Sa maladie restait un mystère, une ombre qui planait sur notre nouvelle vie. Chaque nuit, je veillais à ses côtés, prête à tout pour la protéger. Thomas, lui, restait souvent dans sa chambre, mais un soir, il m'a surpris en train de pleurer de fatigue et d'angoisse. Sans un mot, il est venu s'asseoir près de moi, sa main posée sur la mienne, un geste simple mais chargé d'une douceur inattendue. Je savais que cette année serait un combat, un défi constant entre amour, devoir et espoir déçu.
Mais je sentais aussi que, malgré tout, cette étrange alliance pouvait peut-être nous sauver tous les deux, moi et Thomas, et surtout Léa. Et c'est ainsi que notre histoire a commencé, dans ce coin paisible de Bourgogne, entre les vignes et les secrets, avec un avenir incertain, mais une volonté farouche de ne pas abandonner. Les jours qui ont suivi mon arrivée au château de la famille Lemoine furent une succession de sensations contradictoires, comme un tourbillon où se mêlaient émerveillement et malaise. J'avais quitté mon petit appartement à Beaune, les murs un peu défraîchis et le jardin, où Léa passait ses après-midi à courir après les papillons, pour atterrir dans un univers presque irréel, à la fois somptueux et oppressant. Mon dressing, digne d'une boutique parisienne, débordait de robes élégantes, de chaussures délicates aux talons aigus, et d'accessoires qui scintillaient sous les lustres. Ce nouveau monde me faisait tourner la tête. J'étais loin de mes baskets usées et de mes pulls simples. Pourtant, je me surprenais parfois à caresser du regard une paire d'escarpins noirs en cuir verni, me demandant si, vraiment, j'étais capable de marcher avec grâce dans ces talons, sans risquer de faire un faux pas ridicule. Après tout, même les plus grandes danseuses tombent parfois, non? Le soir venu, dans la chambre que j'occupais avec Léa, je m'efforçais de garder le contrôle. Ma fille, elle, semblait fascinée par ce nouvel environnement, ses yeux pétillants d'une curiosité innocente qui me réchauffait le cœur. Elle portait une petite robe en mousseline rose pâle, soulignée par des ballerines assorties, tandis que ses boucles dorées encadraient son visage angélique. J'essayais de lui transmettre un peu de mon courage, même si parfois j'avais l'impression d'être une funambule prête à chuter. Thomas, lui, restait souvent enfermé dans sa chambre, un univers à part entière où le silence régnait en maître. Je n'avais encore réussi à échanger que quelques mots avec lui, et c'était toujours difficile de savoir ce qu'il pensait vraiment. Son visage, fin et marqué par les années passées à lutter contre son corps, exprimait une mélancolie profonde. Pourtant, il y avait dans son regard une étincelle, comme une promesse d'espoir dissimulée sous les cendres de ses douleurs. Un soir, alors que le vent soufflait doucement à travers les fenêtres ornées de vitraux colorés, j'ai surpris Thomas dans le salon. Il manipulait un étrange appareil, une sorte de mécanisme qui ressemblait à un équipement de rééducation. Il m'a expliqué, sans grande conviction, que c'était un outil qu'il aurait dû utiliser dès son accident, mais qu'il avait abandonné l'idée, convaincu que rien ne pourrait le sauver. Je suis restée là, silencieuse, observant ses gestes maladroits et sa détermination vacillante. Ce moment fut comme un éclair dans la nuit, malgré tout, il voulait se battre. Peut-être pas pour lui, mais pour Léa et pour moi. Les jours suivants, j'ai commencé à voir Thomas autrement. Ce n'était plus seulement ce jeune homme brisé par le destin, mais un être humain complexe, fragile et fort à la fois. Je me surprenais à attendre ses silences, à guetter ses regards furtifs, et même à sourire intérieurement quand il esquissait une timide plaisanterie. Pourtant, le poids de notre arrangement planait toujours au-dessus de nous. Ce mariage, cette union sans amour, restait un pacte fragile, une façade destinée à masquer une réalité douloureuse. Je rêvais parfois d'une vie plus simple, où je pourrais être juste Camille, une mère aimante, sans devoir jouer un rôle dans ce théâtre étrange. Mais la réalité me rattrapait chaque matin, avec le cri de Léa au réveil, ces crises qui revenaient sans prévenir, et les rendez-vous médicaux qui s'accumulaient. La maladie de ma fille était un mystère que même les meilleurs spécialistes de Dijon ne parvenaient pas à résoudre. Chaque crise me brisait un peu plus, et je me demandais comment j'allais tenir le coup. Un après-midi, alors que je marchais dans les jardins à la française du château, Gérard est venu me rejoindre. Sa silhouette imposante se détachait sur le fondé étayé avec précision, et son regard semblait plus sérieux que jamais. Il m'a parlé de l'importance de ce que nous faisions, de l'espoir qu'il plaçait en cette union, et de la nécessité de garder tout cela secret, pour protéger Thomas, pour protéger Léa, pour protéger nous tous. J'ai souri, un peu amer. Secret? Comme si notre vie n'était qu'un roman à cacher aux regards indiscrets. Mais j'ai acquiescé, parce que dans ce monde de privilèges et de silence, la vérité était souvent un luxe que l'on ne pouvait pas se permettre. La semaine suivante, Léa a eu une crise particulièrement violente. Son souffle devenait court, ses yeux grands ouverts mais perdus dans un ailleurs que je ne pouvais atteindre. Je suis restée à ses côtés, tenant sa petite main tremblante, tandis que Thomas, pour la première fois, est entré dans la chambre, s'est assis près de nous, et a murmuré des mots que je n'oublierai jamais. Ce jour-là, j'ai compris que notre mariage, bien qu'inhabituel, pouvait devenir quelque chose de plus. Une alliance forgée dans la douleur, mais aussi dans la tendresse, dans la solidarité. Et pourtant, une part de moi restait sur le qui-vive, prête à fuir à la moindre alerte, car ce château, aussi magnifique soit-il, pouvait aussi cacher des ombres que je n'étais pas encore prête à affronter. Mais pour Léa, pour Thomas, pour moi, il fallait tenir bon. Parce qu'au fond, chaque histoire, même la plus folle, commence toujours par un premier pas. Les jours suivants, je me suis surprise à m'habituer à cette vie insensée, entre les murs du château Lemoine. Chaque matin,
Léa sautillait dans la grande salle à manger, ses petites boucles blondes captant la lumière des chandeliers, tandis que moi, j'enfilais mes robes au tissu précieux, loin de mes vieux pulls en laine rêche. Parfois, je sentais le regard de Thomas posé sur moi, ce qui me faisait rougir comme une écolière prise en faute. Pourtant, il ne disait rien, se contentant d'un silence presque protecteur. Je portais souvent une robe en soie couleur bordeaux, qui moulait délicatement mes courbes sans trop en dévoiler, laissant deviner juste ce qu'il faut pour titiller l'imagination sans provoquer de scandale. Mes talons aiguilles claquaient sur le parquet ciré lorsque je me déplaçais, un son nouveau pour moi, presque une musique qui rythmait cette vie étrange. Léa, quant à elle, avait sa petite collection de robes à volants et de ballerines vernies, qu'elle arborait fièrement lors des dîners où elle devenait le centre d'attention, malgré son jeune âge. Thomas, lui, restait souvent dans son fauteuil, le regard perdu vers la fenêtre, comme s'il cherchait la force de s'évader de son propre corps. Mais parfois, il venait près de moi, et sans un mot, me tendait la main pour m'aider à porter un plateau ou pour effleurer doucement la joue de Léa. Ces gestes, bien que rares, étaient des signes d'une humanité profonde que je n'avais pas encore totalement explorée. Le château semblait vivant, avec ses couloirs interminables et ses portraits anciens au regard sévère, mais aussi avec ses petits secrets que je devinais derrière chaque porte. Un soir, alors que je passais près de la bibliothèque, j'ai surpris une conversation entre Gérard et un homme au visage fermé, un médecin apparemment, qui parlait à voix basse d'une opération risquée pour Léa. Mon cœur s'est serré, la peur s'est invitée dans mes pensées comme une ombre glacée. Je me suis efforcée de ne rien montrer, de garder mon calme pour Léa, mais chaque nuit, je me réveillais en sursaut, hantée par l'idée que je pourrais perdre ma fille, que tout cet univers doré ne serait qu'un décor fragile sur le point de s'effondrer. Thomas, lui, semblait porter ses propres démons. Il s'entraînait avec acharnement sur son appareil de rééducation, ses muscles tendus dans un combat silencieux contre son corps. Parfois, je le regardais, fasciné par sa détermination et sa vulnérabilité mêlée. Un après-midi, alors que le soleil inondait la cour du château, j'ai surpris Thomas en train de sourire, un vrai sourire, en voyant Léa courir après un chat errant. Ce moment rare m'a donné une étrange chaleur au cœur, comme si, malgré tout, nous pouvions construire quelque chose de nouveau, une famille bâtie sur des fondations imparfaites mais sincères. Pourtant, je savais que ce fragile équilibre pouvait se briser à tout instant. Gérard devenait de plus en plus nerveux, ses visites se faisaient plus fréquentes et ses regards plus insistants. Il semblait cacher quelque chose, un secret lourd que je ne pouvais deviner. Un soir, alors que je me préparais pour un dîner officiel, j'ai trouvé une lettre glissée sous la porte de ma chambre. Les mots étaient brefs, presque cryptiques, une mise en garde à ne pas faire confiance à tout ce qui brillait dans ce château. Mon sang s'est glacé. Qui pouvait bien vouloir me nuire? Et pourquoi maintenant? Malgré cette menace invisible, j'ai continué à jouer mon rôle, à endosser cette robe noire légèrement décolletée qui soulignait mes épaules délicates, à sourire aux invités et à faire semblant que tout allait bien. Léa, elle, restait mon ancre, son innocence un phare dans cette mer agitée. La nuit, je sentais souvent un poids sur ma poitrine, une inquiétude sourde qui m'empêchait de dormir. Mais je savais que je ne pouvais pas flancher. Pour Léa, pour Thomas, pour moi. Et puis, un jour, alors que je pensais commencer à comprendre cet étrange jeu, un événement inattendu est venu bouleverser notre fragile harmonie. Une découverte dans la bibliothèque, un secret caché derrière un vieux livre poussiéreux, qui allait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur cette famille, sur Thomas, et sur moi-même. Ce secret, je le sentais, n'était que le premier d'une série. Une porte ouverte sur un mystère plus vaste, plus sombre, qui menaçait de tout engloutir. Et moi, au cœur de cette tempête, j'allais devoir choisir, fuir ou affronter la vérité, coûte que coûte. Je n'oublierai jamais ce jour où, en fouillant distraitement dans la bibliothèque aux boiseries sombres et aux étagères chargées de volumes anciens, j'ai découvert un compartiment secret dissimulé derrière une rangée de livres reliés en cuir. Mon cœur battait à tout rompre, à la fois par peur et par une curiosité irrésistible. À l'intérieur, il y avait un dossier épais, jauni par le temps, portant le nom de Thomas et quelques documents mystérieux qui semblaient révéler bien plus que ce que Gérard avait bien voulu me dire. Ces papiers parlaient d'une autre vie, d'un passé que Thomas lui-même semblait vouloir oublier. Il y avait des rapports médicaux, des lettres, des photos floues où il apparaissait jeune, souriant, debout, libre. Plus troublant encore, un journal intime rédigé à la main, où il confiait ses pensées les plus intimes, ses doutes, ses douleurs, mais aussi une volonté farouche de se reconstruire. Je suis restée là, seule dans cette pièce silencieuse, enveloppée dans la lumière tamisée, sentant une chaleur étrange monter en moi. Ce n'était plus simplement une histoire de mariage arrangé, ni un simple combat pour la santé de Léa. C'était une plongée dans l'âme complexe de Thomas, un homme brisé mais vivant, qui cherchait sa place dans ce monde. Le soir venu, alors que je portais une robe bleu nuit qui soulignait la courbe de mes hanches et la finesse de ma taille, je me suis surprise à penser à lui,
à ses silences, à ses regards qui parlaient plus que des mots. La maison semblait soudain plus petite, comme si ce secret nouvellement découvert avait rétréci l'espace entre nous. Thomas est venu s'asseoir près de moi dans le grand salon aux tentures pourpres. Sans un mot, il a posé sa main sur la mienne, un contact léger mais plein de promesses. Je sentais sous ses doigts une force cachée, une résilience que je n'aurais jamais imaginée. Les jours suivants, notre relation a évolué, s'éloignant peu à peu de cette union de convenance pour devenir quelque chose de plus réel, de plus humain. Nous partagions désormais des moments de complicité, des confidences à voix basse, des éclats de rire rares mais précieux. Pourtant, la maladie de Léa continuait de nous hanter. Ces crises imprévisibles me laissaient souvent épuisée, et chaque visite médicale était une épreuve. Mais grâce à l'aide financière de Gérard, les meilleurs spécialistes de Dijon avaient accepté de s'occuper d'elle, et un espoir, timide mais tenace, commençait à poindre. Un après-midi, alors que le soleil baignait le parc du château d'une lumière dorée, j'ai surpris Thomas en train de s'entraîner avec une énergie nouvelle sur son appareil de rééducation. Il transpirait, ses muscles tirés par l'effort, mais un sourire déterminé illuminait son visage. Je savais que c'était le début d'un combat qu'il mènerait jusqu'au bout. La nuit, je rêvais souvent d'un avenir plus simple, où je pourrais être juste une mère, une femme libre de ses choix. Mais le destin semblait avoir d'autres plans pour moi, me tenant captive dans cette histoire où l'amour, la douleur et le devoir s'entremêlaient comme les fils d'une tapisserie fragile. Puis, un soir, alors que je préparais Léa pour la nuit, une ombre est apparue dans le couloir. Une silhouette familière, mais dont l'arrivée inattendue allait bouleverser notre vie paisible. Gérard, le visage marqué par la fatigue et l'inquiétude, m'a annoncé une nouvelle qui allait tout changer. Thomas avait disparu. Le choc fut immense. Je me suis sentie vide, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Où pouvait-il être allé? Pourquoi ne m'avait-il rien dit? Une tempête d'émotions m'a submergée, la peur, la colère, l'impuissance. Je savais que ce départ n'était pas un simple caprice, mais un cri silencieux, un appel à l'aide que je devais comprendre. Léa, malgré son jeune âge, semblait partager mon angoisse, et je me suis juré de tout faire pour retrouver Thomas, pour qu'ensemble, nous puissions affronter les démons du passé et construire enfin un avenir. Cette nuit-là, alors que le vent hurlait autour du château, j'ai pris la décision de partir à sa recherche, sans savoir que ce voyage me mènerait bien au-delà des frontières du domaine, jusqu'à des révélations que je n'aurais jamais pu imaginer. Car dans l'ombre, quelqu'un surveillait chaque mouvement, gardant jalousement un secret qui pourrait tout détruire. Et moi, au cœur de cette intrigue, je devais choisir, fuir ou plonger dans l'inconnu, là où la vérité attendait, cruelle et implacable. Le silence pesant qui régnait dans le château après le départ de Thomas était presque insupportable. Je me retrouvais seule avec Léa, dans cette grande demeure où chaque pièce semblait résonner de son absence. Les murs, autrefois chaleureux, paraissaient désormais froids, imprégnés d'un vide que rien ne pouvait combler. Mes nuits étaient hantées par des cauchemars où je le voyais s'éloigner, silhouette fragile perdue dans une brume épaisse. Pourtant, je savais que je devais me montrer forte, pour Léa, pour nous deux. Le matin, je m'habillais avec soin, choisissant souvent des tenues sobres mais élégantes, comme une robe en tweed gris clair qui épousait mes formes, associée à des escarpins vernissés couleur prune. Ces vêtements, je les portais comme une armure, un moyen de cacher la tempête intérieure qui grondait en moi. Léa, elle, arborait ses petites robes fleuries, ses sandalettes légères, ignorant encore les tourments qui secouaient notre existence. Je passais des heures à scruter les environs du château, espérant apercevoir la moindre trace de Thomas. Chaque pas dans le parc aux allées bordées de tilleuls me rappelait les rares moments de complicité que nous avions partagés, ces instants suspendus où son regard s'était éclairé d'une lueur d'espoir. La vérité, je le sentais, était enfouie quelque part, cachée derrière les murs épais et les secrets bien gardés de cette famille. Gérard, malgré son apparente sollicitude, se montrait désormais distant, presque fuyant lorsqu'il s'agissait de parler de son fils. Ses silences étaient lourds de non-dits, et chaque fois que je tentais d'aborder le sujet, il détournait le regard avec une nervosité qui trahissait davantage qu'il ne voulait bien l'admettre. Un après-midi, alors que je déambulais dans la cuisine, je surpris une conversation entre deux domestiques qui parlaient à voix basse d'un mystérieux coffre dissimulé dans les caves du château. Mon cœur s'emballa. Et si c'était là, la clé pour comprendre ce qui se passait réellement? Armé de courage, je descendis les escaliers sombres et humides qui menaient au sous-sol. L'air y était frais, chargé d'une odeur de pierre et de poussière. Après avoir cherché minutieusement derrière une vieille étagère en chêne, je découvris un coffre en fer forgé, solidement fermé par un cadenas rouillé. Mon esprit s'emballait, que pouvait-il bien contenir? Avec un peu de mal, j'ouvris le coffre et découvris des documents, des lettres anciennes, mais aussi un carnet relié en cuir usé. En le feuilletant, je reconnus l'écriture de Thomas, mais aussi celle de Gérard, et même d'une femme dont je n'avais jamais entendu parler.
Les pages révélaient une histoire de famille complexe, faite de trahison, de sacrifices, et surtout de secrets enfouis depuis des décennies. Je sentis une présence derrière moi. Je me retournai brusquement, découvrant Gérard, le visage fermé, mais les yeux emplis d'une tristesse profonde. Sans un mot, il s'approcha, posa une main ferme mais douce sur mon épaule, et me murmura que ce que je venais de découvrir allait bouleverser tout ce que je croyais savoir. Cette nuit-là, dans la chambre aux tentures pourpres, je ne pus fermer l'œil. Les révélations contenues dans ce coffre m'assaillaient, mêlant douleur et espoir. Thomas n'était pas seulement un fils brisé par un accident, il était au centre d'un héritage lourd, d'une lutte familiale qui dépassait tout ce que j'avais imaginé. Le lendemain, tandis que Léa jouait innocemment dans le jardin, je pris la décision de suivre une piste laissée dans ces documents, un indice menant hors du château, vers un petit village niché au cœur du Jura. Je savais que ce voyage serait dangereux, mais c'était le seul moyen de retrouver Thomas, de comprendre ce qui l'avait poussé à fuir, et peut-être, de sauver notre famille. Les préparatifs furent rapides. Je choisis une tenue discrète mais élégante, un trench beige cintré, une écharpe légère aux nuances de bleu, et mes bottines en cuir souple, prêtes à affronter les kilomètres. Léa, bien sûr, m'accompagnait, sa présence fragile mais précieuse m'insufflant la force nécessaire. Alors que nous quittions le domaine, un dernier regard en arrière me glaça le sang. Une silhouette masquée observait la scène depuis l'ombre des grands chênes. Qui était-elle? Alliée ou ennemie? Le mystère s'épaississait, et je sentais au plus profond de moi que ce n'était que le début d'une aventure où chaque vérité cachée entraînerait son lot de dangers et de choix impossibles. Mon cœur battait à toute vitesse, partagé entre l'espoir et la peur, alors que nous nous engagions sur la route sinueuse qui menait vers l'inconnu.